Merci à chacune et chacun d'entre vous de vous être associés à cette initiative de la Fondation pour la prospective et l'innovation. Il s'agit, vous le savez, cette fondation, d'une fondation à la fois think tank et en même temps acteur opérationnel des relations internationales, fondée il y a une trentaine d'années par René Monory et François Dalle. Et nous avons comme activité principale d'essayer de stimuler la réflexion sur les relations internationales et notamment nous nous intéressons évidemment aux grandes puissances, à ce retour des grandes puissances qui sont en train de structurer, y compris par leurs tensions et par ce qu'on a pu appeler la guerre froide entre la Chine et les États-Unis, qui sont en train de structurer les relations internationales. Et donc, nous avons dans cette volonté de mieux éclairer le chemin des relations internationales, l'occasion de mener de nombreux débats comme celui-ci, mais aussi de mener des efforts de réflexion très approfondis en demandant à des experts, un certain nombre de personnalités de haut niveau, de porter des contributions. Et c'est ce que nous avons fait avec Jean-Paul Bedbez, qui a édité, avec le concours de la Fondation, ce dernier livre qui vient juste de sortir, qui sera la semaine prochaine en librairie, États-Unis, Chine, Europe. États-Unis, Chine, Europe, quelle remondialisation. C'est-à-dire, au fond, quelles sont les perspectives de cette tension actuelle, à la fois la tension, je dirais, bilatérale entre les deux grandes puissances, mais aussi le rôle de l'Europe qui, dans cette aventure, voudrait être autre chose qu'une balle de ping-pong qui reçoit des coups de raquette d'un côté ou de l'autre. Et c'est Jean-Paul Bedbez, professeur d'économie, grand spécialiste, grand humaniste, qui a plongé sa réflexion dans cette situation internationale et qui l'a notamment, originalité de ce texte, qui l'a notamment, je dirais, analysé à travers cette nouvelle donne de la Covid, qui est en fait ce virus de déconstruction qui appelle à une reconstruction, à cette remondialisation dont nous allons parler. Donc nous allons parler avec Jean-Paul Bedbez, qui est l'écrivain, l'auteur de ce travail. Et puis, nous avons, et je les remercie beaucoup, un certain nombre de spécialistes, là aussi de haut niveau, notamment le professeur Al Gartner, que je remercie beaucoup d'être avec nous, de l'Université américaine de Paris, excellent spécialiste et des relations internationales et qui connaît bien la Chine, qui pourra nous donner ce point de vue qui, naturellement, pourra avoir un ancrage américain, mais qui ira naturellement au-delà, et je dirais symétriquement, pour parler de l'équilibre et voire de l'harmonie chez André Cheng qui lui est à la fois français et chinois, qui a cette connaissance biculturelle et qui a ce regard au fond de la situation internationale avec et la pénétration du spécialiste, mais aussi l'objectivité de quelqu'un qui est intercontinental dans sa propre vie et dans ses relations. Donc, nous allons entendre André Cheng, puis nous aurons un échange entre le professeur Al Gartner qui donnera son point de vue, le point de vue américain, notamment en plus au travers de cette donne conjoncturelle, mais qui a des impacts structurels majeurs qu'est l'élection présidentielle. Puis nous aurons l'intervention d'André Cheng et le regard qu'il peut nous apporter aujourd'hui de Pékin. Et ensuite, nous écouterons Laurence Daziano, qui est à Sciences Po et qui est spécialiste des pays émergents, qui pourra nous parler non seulement de ce qu'elle perçoit de cette situation, mais aussi du point de vue des émergents et notamment de l'Afrique, qui ne peut pas être à l'écart de cette remondialisation à laquelle on peut essayer de réfléchir après cette phase peut-être de déconstruction. Et donc, on aura une intervention de Laurence Daziano ensuite. Dans ce contexte-là, nous échangerons les uns et les autres, mais vous aurez la possibilité, comme Serge de Gallet, de poser les questions avec l'icône QR. Seul amendement au propos de M. de Gallet. Il vous a dit que c'était sur l'écran en bas à droite, mais si vous avez un iPad comme moi, c'est en haut à droite. Donc, sur le QR, vous pouvez poser vos questions et nous essaierons d'y répondre. En tout cas, il y aura un suivi de ces échanges. Tout de suite, pour entrer dans le débat, je donne la parole à l'auteur du livre qui est aujourd'hui en discussion,
C'est la parole à Jean-Paul Bedbez. Bonjour, nous allons feuilleter ensemble un livre qui vient de sortir, qui s'intitule « États-Unis, Chine, Europe, quelle remondialisation ?» Un livre avec une préface de Jean-Pierre Raffarin et dont je suis l'auteur. C'est un livre qui essaie de montrer à quel point le monde a changé entre le début d'année, avant le Covid, et aujourd'hui, avec le Covid. Et on voit bien le contraste entre l'avant-Covid et l'avec-Covid. Nous ne parlerons jamais d'après-Covid parce que nous n'y sommes pas encore et pas du tout même. Et donc c'est un monde nouveau qui s'ouvre et un monde d'interrogation. Un monde bien différent de celui qui était décrit il y a un an dans un livre que j'avais fait aussi pour la FPI et qui était une description des alliances que nous pourrions avoir entre Chine et France, chacun essayant de maximiser ses atouts et pour la France de valoriser au maximum ses richesses matérielles et immatérielles. Et ce livre, peut-être, renvoie à celui que j'avais écrit il y a plusieurs années, qui s'appelait « La guerre des mondialisations », à l'époque où on voyait États-Unis contre Chine, et où déjà je me disais que la France et l'Europe pouvaient jouer un rôle. Nous voyons donc aujourd'hui que le monde s'ouvre et que le monde est plus inquiétant que jamais, plus menaçant que jamais, mais avec plus d'espérance peut-être que jamais. Avant le Covid-19, nous sommes en janvier 2020, il y a donc très longtemps de cela. Aux États-Unis, la question de l'époque, c'est le piège de Thucydide. Les États-Unis regardent venir la Chine, monter son PIB, et peut-être un jour ce PIB chinois va-t-il dépasser le leur. Alors que vont-ils faire? Vont-ils suivre l'inquiétude décrite par Thucydide, celle de Sparte, qui regarde venir Athènes, qui pourrait la remplacer, et pour éviter cela, décide de l'attaquer. À ce moment-là, Athènes réagit, et après des guerres, va gagner. Sparte aura perdu, Athènes aura gagné, mais la Grèce, globalement, aura perdu. Regardons, en janvier toujours, la Chine. Et utilisons une référence grecque, elle aussi, celle de l'anneau de Polycrate. Qui est Polycrate? Un petit roi grec qui accumule les succès. À tel point d'ailleurs qu'il s'inquiète et se dit peut-être que les dieux vont lui en vouloir d'être à ce point-là chanceux. Et donc il va jeter à la mer son anneau, son bijou le plus précieux, en disant comme cela, les dieux seront apaisés. Quelque temps après, un pêcheur lui amène un très beau poisson, si beau qu'il est fait pour sa table. On ouvre le poisson et à l'intérieur, dans ses entrailles, on trouve l'anneau de Polycrate. Les dieux n'ont pas accepté l'offrande, les dieux ont trouvé que Polycrate avait trop de chance. D'où la question, est-ce que la Chine, depuis des années, a trop de chance? Est-ce que, d'une certaine manière, elle va aujourd'hui, non pas payer, mais avoir plus de difficultés? Troisième partenaire mondial de janvier 2020, l'Europe. Avec une question, qu'est-ce que c'est que l'Europe? Paul Valéry nous dit, eh bien, c'est un petit cap d'un continent asiatique, ou bien c'est le cerveau d'un vaste corps. Si c'est un petit cap, c'est une entité géographique, au fond, limitée. Si c'est un cerveau d'un vaste corps, c'est au contraire la puissance fantastique de capacité d'idées qui a changé le monde pendant longtemps. Est-ce que l'Europe va continuer à être un cerveau ou va redevenir un petit cap?
C'était ça les questions d'avant, c'est-à-dire les questions de janvier. Arrive le Covid qui, évidemment, change tout. Et nous sommes avec le Covid et nous serons avec le Covid. Dans plusieurs années, on dira après, et pour le moment, c'est avec. Et avec le Covid, la date de rapprochement des PIB américains et chinois change. Ce n'est plus 2040, mais ce sera 2030. Puis, quand on se rend compte que la Chine remonte beaucoup plus vite que les États-Unis, on recalcule que ça peut être 2027. Autrement dit, le piège de Thucydide est beaucoup plus proche que prévu. En même temps, avec le Covid-19 arrivent de nouveaux risques. Risques de santé, risques de réchauffement climatique, risques de tensions religieuses, risques économiques et financiers, avec des ralentissements, des crises, des faillites et des montées des inégalités partout. Donc c'est un monde nouveau qui apparaît. Dans ce monde nouveau, comment penser le multilatéralisme? Comment le vivre dans ce monde qui vient de subir un tel choc? Mais d'abord, il faut se dire, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des gens qui se groupent ou est-ce que nous sommes des groupes de gens? La réponse, c'est que nous sommes des groupes de gens. Nous sommes des nations, nous sommes des pays, nous sommes des entités qui doivent discuter entre elles. Et ce monde des entités qui doivent discuter entre elles a changé. Ça n'est plus la bipolarisation États-Unis-URSS, mais la Chine qui arrive avec les États-Unis, Chine complexe, à la fois capitaliste et socialiste. Ça n'est plus non plus l'industrie, comme il y a 50 ans, mais des services qui représentent aujourd'hui la moitié ou 2/3 de la valeur ajoutée des pays. Et ensuite, dans ce monde plus compliqué, nous avons le G7 et le G20 qui sont évidemment de plus en plus nécessaires, mais en même temps de plus en plus compliqués à monter et à faire décider. Et donc, avec le Covid, comment va évoluer ce monde? En regardant chacun de ces parties prenantes. Quel nouveau monde côté États-Unis? Va-t-il se replier sur l'Amérique latine comme avant? Non. Va-t-il renforcer des liens avec l'Arabie saoudite et le pétrole? Oui, mais ça n'est plus suffisant. Ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est qu'il utilise ses propres forces, creuse son déficit budgétaire, creuse son déficit extérieur et le finance avec le dollar. Jusqu'où le dollar est-il menacé? Deuxième partie prenante, la Chine. Quel nouveau monde côté Chine? Il y a, avec le Covid, un développement des inégalités, des tensions avec le Tibet, Hong Kong, les Ouïghours, Taïwan. Il y a aussi, avec le Covid, un changement profond des chaînes de production avec l'idée que, aux États-Unis, on pourrait produire plus proche, au Mexique par exemple, ou chez eux. Même chose en Europe, on pourrait produire plus proche, ou bien en Europe de l'Est, au Maroc, en Tunisie. Est-ce que ces chaînes de production vont être revues, ces chaînes qui avaient fait le succès de la Chine? Que deviennent alors les routes de la soie, avec des pays qui auront des difficultés et qui sont endettés auprès de la Chine? Que va faire la Chine qui devra faire des rallongements de crédit, sinon des oublis de crédit? Ensuite, nous voyons arriver le crypto-yuan, c'est-à-dire une monnaie qui voudrait éviter le dollar, passer à côté du dollar. Qu'est-ce que vont faire les États-Unis? On voit bien que du côté de la Chine, des interrogations nouvelles apparaissent aussi. Et du côté de la zone euro, que se passe-t-il? Quel nouveau monde côté zone euro? La zone euro, c'est une construction très politique. La Banque centrale européenne fait tout ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas tout faire. Il y a en zone euro des frugaux et des non-frugaux. Et la coopération entre les deux est limitée et peut-être un effet de cocotte-minute est en train de monter, sauf si nous allons vers une union de transfert, ce qui n'est pas fait. On nous dit que
le multilatéralisme est l'ADN de l'Union européenne, ce multilatéralisme sera bien nécessaire si l'Europe veut devenir une puissance. Et donc, il faudra bien que ce soit une union de transfert. Autrement dit, le Covid-19 accroît les tensions, accroît les difficultés, mais montre également la solution. Il faut se renforcer et coopérer entre pays membres pour éviter évidemment l'éclatement et pour essayer de peser dans ce monde et être une puissance. C'est là que nous avons des interrogations sur la soupe de pierre. Soupe de pierre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est une histoire du Moyen-Âge. Elle raconte ce qui est arrivé à des pauvres voyageurs qui arrivent au milieu d'un village et qui ont besoin de manger parce qu'ils n'ont rien. Ils vont frapper aux différentes portes et personne ne leur donne rien. Les paysans sont pauvres, mais aussi, surtout, ils sont inquiets. Personne ne leur donne rien. Alors les voyageurs se rendent au centre du village, prennent un chaudron, mettent le feu dessous, mettent de l'eau dans le chaudron et ajoutent au fond du chaudron des pierres. Et ils commencent à faire chauffer le tout. Les paysans arrivent et disent « Mais que faites-vous » Ils répondent « Nous faisons une soupe de pierre ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une recette, mais elle serait bien meilleure si chacun apportait un peu de viande, un os, un oignon, une carotte, pour que ça soit meilleur, que ça ait plus de goût. Et vous verrez, vous en aurez tous de cette soupe. Et donc chaque paysan va chercher un oignon, une carotte, un os, un morceau de viande. Et peu à peu, la soupe commence à ressembler à quelque chose et chacun en bénéficie. Nous vivons la même histoire. Nous vivons l'histoire où chacun est chez soi, chacun est inquiet, personne ne veut coopérer avec les autres, chacun a, c'est vrai, des morceaux de viande, des morceaux pour manger, mais jamais assez, et surtout jamais pour ressortir de la crise dans laquelle nous sommes, qui est une crise évidemment durable et complexe et menaçante. Donc, rééquilibrons les rapports de force, travaillons tous ensemble avec l'Europe pour essayer de travailler avec les États-Unis et avec la Chine pour faire en sorte que tout aille mieux, ou sinon moins mal. Eh bien, nous avons feuilleté ce livre, nous avons essayé de voir ce qui aurait pu se passer et ce qui pourrait se passer. Ce qui pourrait se passer est évidemment plus compliqué, parce qu'il y a les problèmes de santé, parce qu'il y a les problèmes de risque, parce qu'il y a les problèmes militaires, parce que nous avons plus de problèmes encore, parce que nous avons plus d'inquiétudes et d'interrogations sur le devenir. Nous avions des interrogations avant, nous avons des inquiétudes et des tensions aujourd'hui encore plus qu'avant. Et donc on peut se dire que chacun peut continuer, et que les États-Unis peuvent continuer à être isolationnistes, que la Chine peut continuer à faire ses liens, mais avec plus de difficultés, plus de tensions et sans doute plus d'opposition. Quant à l'Europe, on voit bien aussi qu'elle rencontre elle-même des difficultés, mais qu'elle vient de signer des accords pour avancer enfin. On voit bien peut-être qu'avec ce Covid, elle s'est dit « ou je meurs, ou j'avance ». Et dans cette situation où, d'une certaine manière, l'Europe a fait un choix considérable pour avancer, pour s'unir encore plus qu'avant, peut-être qu'elle peut continuer et jouer un rôle plus important d'unification entre ces deux puissances autres, États-Unis et Chine, qui pourraient autrement s'affronter encore plus durement. Et donc, au fond, la remondialisation serait une remondialisation à trois, avec trois, et pas l'un contre l'autre avec l'Europe qui regarde, mais nous serions donc dans un monde qui vraiment vivrait ensemble, parce que, évidemment, le Covid n'a demandé à personne avant de l'infecter. Merci beaucoup, cher Jean-Paul Belbès, de cette
présentation. Le livre est encore plus complet, mais il y a là, dans cette présentation, vraiment les reliefs importants de la réflexion dont nous avons besoin pour notre débat. Alors, je vais interroger le professeur Gardner sur les deux points majeurs, je trouve, de cette réflexion. D'une part, est-ce que nous sommes condamnés à cette double menace au fond, le syndrome de Thucydide ou le syndrome de Polycrate? C'est-à-dire que, au fond, est-ce que cette tension, elle est aujourd'hui irréductible et qu'au fond, nous allons aller de dégradation en dégradation jusqu'au risque majeur, c'est-à-dire probablement un problème avec Taïwan. Mais ça veut dire que est-ce que nous sommes dans un cycle sinusoïdal avec des hauts et des bas, ou est-ce que nous sommes vraiment dans une spirale de tension qui va aller de situations de plus en plus graves? On est passé du commerce à la technologie et on peut passer du technologie au systémique, voire au militaire. Donc, quelle est la perspective de cette tension, notamment avec les élections américaines? Et puis, le deuxième point qui est très important, c'est la relation entre l'Amérique et l'Europe. Au fond, on a eu avec l'Iran, avec l'OTAN, avec le Brexit, des tensions assez fortes. Le président Trump a eu des mots assez durs sur la situation d'ennemi de l'Union européenne. Dans ce contexte-là, quelles sont les perspectives un peu de la relation Amérique-Europe? Et peut-être que là, la situation des élections américaines peut être plus déterminante que sur le premier sujet, où la tension entre la Chine et les États-Unis est peut-être davantage structurelle et moins liée à la conjoncture politique. Mais d'une manière générale, quelle réflexion vous inspire ce travail de Jean-Paul Bedvez, monsieur le professeur Gardner? Merci beaucoup. D'abord, je veux remercier la Fondation pour m'inviter. J'ai vraiment trouvé ce livre passionnant et c'était vraiment intéressant. D'abord, le piège de Thucydide. Laisse-moi dire d'abord que le piège de Thucydide, ce n'est pas inévitable. Si les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, les Européens, le Japon, l'Inde, l'Australie, l'Asie et les autres alliés peuvent mettre en œuvre une nouvelle stratégie mondiale qui cherche de canaliser l'ascension de la Chine vers un statut de grande puissance. Pour faire ça, il faut amener la Chine et la Taïwan à un respect mutuel et une autre facette, c'est d'éloigner la Russie des liens politiques et militaires croissants avec la Chine. Donc, c'est très important de faire un accord entre la Chine et la Taïwan à la même temps qu'on éloigner les Russes de la Chine. Ça c'est une stratégie globale. Il faut vraiment considérer. L'Europe peut jouer un rôle de ça par un rapprochement avec la Russie qui peut-être commencé après le sommet G7 de Macron, mais je crois qu'il faut avoir les Américains derrière ça aussi. Donc, ça c'est un aspect de la stratégie. L'aspect de stratégie en Asie, c'est de faire un respect mutuel entre la Chine et la Taïwan, c'est-à-dire de continuer avec ce qu'on dit le code de conduite. Ça, c'est il y a pourparlers maintenant qui passe en Asie pour faire pour toutes les nations en train de parler de faire un code de conduite avec la Chine. Comment on parlait, comment adjudiquer les tensions entre les revendications de la Chine et faire un conduite, donc il n'y a pas de tension entre la Chine. Donc, il y a deux aspects de cette grande stratégie, je crois, c'est très important. Les États-Unis devraient faire pression sur l'accord de 2002 de code de conduite entre la Chine et l'ASEAN, même si Taïwan est exclu des discussions au moment.
le moment présent. Donc, ça c'est deux aspects très importants. Fait un rapprochement avec les Russes, éloigner les Russes de la Chine, et en même temps parler avec la Chine sur la question de Taïwan. Le deuxième point, sur la question des élections américaines, malheureusement, ce n'est pas clair qui va gagner. On est vraiment dans c'est un débâcle chez nous. Mais c'est pour cette raison, j'ai peur que cette analogie, la pierre de soupe de pierre, ce n'est pas la bonne analogie avec la situation maintenant. Nous sommes dans une autre analogie, nous sommes dans une autre fable, la fable Le chasse au surf de Jean-Jacques Rousseau, quand les Américains ont commencé à chasser le lapin et pas chasser les surfs. Cette fable, pour moi, c'est vraiment le problème avec l'administration Trump, qui est contre le multilatéralisme, qui est pour une approche unilatérale. Et si cette approche continuait dans le futur, nous serons dans une situation très, très grave. Donc, je crois je suis tout à fait d'accord. Il faut développer les soupes de pierre. Il faut trouver une réponse multilatérale qui tout le toit, l'Europe, les Américains et la Chine ensemble. Mais ce sera très difficile s'il y a encore des revendications chinoises contre le Chinois, contre le Taïwan. Et il y a aussi le problème technologique de 5G, l'intelligence artificielle, tout ça, toutes les innovations technologiques fait peur les Américains. Et on commence à diviser le monde dans un monde bipolaire, une nouvelle bipolarité. Chine, avec ses alliés russes, comme j'avais dit, c'est une des majeures alliés de Russes, et les Américains avec l'OTAN qui essaie de contrôler l'Europe, et le Japon, l'Australie, et même l'Inde. L'Inde, c'est entre les deux maintenant. C'est le pays qui est entre les deux puissances, Chine et Amérique. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Je ne sais pas si les démocrates, s'ils gagnent, si Biden gagne, il est encore. S'il peut faire une nouvelle stratégie qui n'est pas la même pendant la guerre froide et après. J'espère que ça c'était clair. Excusez-moi, je parle français un peu comme Henry Kissinger parle en anglais, mais j'espère que c'était clair. Merci beaucoup, c'est très clair. Et on voit bien, nous reviendrons sur ces différents points, notamment cette stratégie d'éloigner la Russie de la Chine, qui est contraire au fond à ce qui a été fait, notamment avec les sanctions, et puis avec la Chine sur Taïwan. De ce point de vue-là, aussi bien la relation avec la Russie que la question, par exemple, de l'OTAN et des alliés, où là, il y a des fragilités aussi majeures, on voit bien que la relation entre les États-Unis et l'Europe est une nécessité pour progresser, ne serait-ce que dans la relation avec la Russie, ou ne serait-ce que dans l'organisation de l'OTAN. Nous reviendrons sur ce sujet, cher professeur. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à André Cheng, qui nous parle, lui, de Pékin. Oui, bonjour, merci Monsieur le Premier ministre. Donc j'ai effectivement lu le livre de Jean-Paul Bedbez et comme nous le savons tous, Jean-Paul Bedbez est un économiste, mais je pense que son grand mérite dans ce livre est d'avoir su sortir de l'économie pour donner une perspective bien plus large au sujet qui nous préoccupe et en le plaçant notamment dans le domaine de la géostratégie, dans lequel l'économie joue un rôle important, mais pas nécessairement prépondérant. Car si le déficit commercial américain avec la Chine a été le détonateur de ce conflit entre
les États-Unis et la Chine, l'explosif lui-même est la question essentielle. Qui mène le monde? Qui est le leader du monde? Question qui mène tout droit, comme le dit Jean-Paul, au piège de Thucydide. Alors, l'ouvrage de Jean-Paul ne manque pas d'histoire inspirante, l'anneau de Polycrate, la soupe de Pierre. Permettez-moi d'en rajouter une qui est le dilemme du prisonnier, alors que je rappelle. Alors, deux hommes sont prisonniers dans un pays dirigé par un souverain un peu pervers qui leur propose un marché suivant. Ils sont séparés, sans moyen de communication entre eux, et doivent faire un choix. Ils peuvent demander la liberté, et s'ils le font tous les deux, ils sont libérés. Mais ils peuvent aussi demander à faire 10 ans de prison. Alors vous allez dire, mais pourquoi vont-ils faire cette demande? Eh bien parce qu'il y a un piège, bien entendu. Ce piège, c'est que si l'un d'eux demande à être libéré alors que l'autre demande 10 ans de prison, celui qui a demandé la liberté sera exécuté sur le champ. C'est une histoire classique de la théorie des jeux, et on arrive très vite à la conclusion qu'ils vont finir tous les deux par demander 10 ans de prison pour ne pas être exécutés. La Chine et les États-Unis sont dans une situation qui est un peu similaire à ce dilemme du prisonnier. Car les États-Unis soupçonnent la Chine de vouloir dominer le monde à leur place, et ils prennent notamment le plan La Chine en 2025 comme preuve. Dans ce plan, on voit bien, disent-ils, que la Chine cherche à s'affranchir de la tutelle technologique des États-Unis pour devenir le numéro 1 mondial. Mais pas du tout, répond la Chine. Nous voulons simplement préserver notre autonomie technologique si jamais vous, Américains, refusez de nous fournir en technologie. Et on le voit, c'est exactement, c'est précisément ce que les États-Unis sont en train de faire. Le résultat, c'est que c'est un cas exemplaire de perdant-perdant, de lose-lose, dans lequel les États-Unis perdent un client important, tandis que la Chine perd un fournisseur essentiel. Alors, comme dans le dilemme du prisonnier, on est dans une situation qui n'est pas optimale, comme des économistes, mais pour les Chinois, c'est un fait acquis sur lequel il est malheureusement inutile de revenir, et surtout qui est indépendant de la personne du futur président des États-Unis. Alors, comment réagit la Chine? Pour répondre à cette question, je référais à un écrit assez ancien qui date de 1937 et qui est l'un des écrits les plus célèbres de Mao Tse-tung. Il s'appelait « De la contradiction ». Dans ce texte, Mao affirme d'abord l'unité des contraires. Il explique que le monde est fait de contradictions, mais parmi ces contradictions, il faut savoir distinguer la contradiction principale des autres. Et dans notre cas, évidemment, la contradiction principale est la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Et puis, ajoute Mao, dans la contradiction principale, il faut distinguer entre les aspects principaux de la contradiction et les autres. Et là, ce sont les faiblesses de la Chine qui sont en jeu. Et elles sont importantes. Il y a d'abord la faiblesse technologique. Non seulement la Chine a du retard, mais elle est aussi consciente qu'à elle seule, elle n'arrivera pas à combler ce retard. Le plan 2025, dans le meilleur des cas, peut accroître sa résilience face à un embargo américain, mais ne peut pas assurer son autonomie. Elle a donc besoin de coopération internationale, d'où son discours répété qu'elle ouvre de plus en plus son économie et qu'il n'est absolument pas question pour elle de fermer les portes à l'international. Deuxième faiblesse, les foyers de désordre possibles en Chine dont pourraient profiter les États-Unis. Et ces foyers, on les connaît, ils sont repérés depuis longtemps, c'est le Tibet, c'est le Xinjiang, c'est Hong Kong et c'est bien sûr Taïwan. Et c'est ce qui, à mon avis, explique notamment les mesures prises par la Chine envers le Xinjiang et Hong Kong. La Chine ne peut pas tolérer que ces endroits deviennent des foyers de contestation qui pourraient être actionnés aisément de l'extérieur, notamment par les États-Unis. Alors, le prix à payer est lourd. Et on voit bien actuellement que la popularité de la Chine dans le monde, si on se réfère notamment au sondage qui a été fait par le Pew Research Center, que nous connaissons bien, la popularité de la Chine est tombée à un niveau historiquement bas. Mais la Chine considère qu'elle n'a pas le choix, il lui faut traiter l'aspect principal de la contradiction. Mais même si le Xinjiang et Hong Kong seront mis au pas,
ce qui semble être le cas, tous les problèmes ne sont pas résolus et restera notamment l'épineux problème de Taïwan. On constate donc que la Chine n'est pas du tout prête en réalité à défier la puissance américaine et qu'elle n'a aucun intérêt à le faire. Et c'est là, je pense, que l'Europe peut jouer son rôle, comme le signale effectivement Jean-Paul dans son livre. Jean-Paul rappelle la question que posait Paul Valéry, l'Europe est-elle juste un petit cap du continent asiatique ou le cerveau d'un vaste corps? Là, je pense que l'Europe peut trouver un rôle historique en servant effectivement d'arbitre entre les deux puissances que sont les États-Unis et la Chine, et en reprenant l'idéal des mandarins chinois transmis de génération en génération, que je me permets de traduire ainsi: se construire soi-même, mettre de l'ordre dans sa famille, gérer son pays, établir la paix sous le ciel. Mais il faut pour cela réunir trois conditions. Un, que l'Europe soit unifiée pour que sa voix porte. Deux, que les États-Unis soient prêts à l'écouter, et cela va dépendre quand même beaucoup des futures élections américaines. Trois, que les ponts ne soient pas coupés entre l'Europe et la Chine, et pour cela, qu'un dialogue soit maintenu en permanence entre les continents. On apprend que le président Macron souhaite venir au plus vite en Chine. On ne peut que l'y encourager. Merci beaucoup. En effet, le président Macron s'était engagé à aller en Chine tous les ans et il avait espéré pouvoir être en Chine à l'occasion de l'Expo internationale du commerce de Shanghai, mais les conditions mondiales de la Covid font que ce voyage s'annonce très, très compliqué et donc une autre perspective est à l'étude actuellement. Nous avons entendu un regard venu d'Amérique, un regard venu de Chine, et donc on va demander à Laurence Daziano, qui elle est concentrée par ses travaux sur les pays émergents, qu'elle nous donne un regard du reste du monde, et donc je laisse la parole à Laurence Daziano. Bonjour à tous, je voudrais d'abord remercier Jean-Pierre Raffarin pour son invitation. Et je voudrais dire également à Jean-Paul toute l'admiration que j'ai pour ses écrits d'économiste et particulièrement pour le livre qu'il vient de sortir sur l'Europe, les États-Unis et la Chine. Mon intervention est principalement sur les pays émergents, mais je voudrais juste commencer par une petite remarque sur l'Europe quand même. Au-delà de tout ce qu'a dit Jean-Paul dans son ouvrage, auquel je souscris totalement, il me semble important de ressouligner la déclaration Schuman que cite Jean-Paul et notamment le fait que l'Europe, c'est une solidarité de fait, dans la mesure où l'Europe est quand même menacée et ce que je dirais même sous les coups de butoir à la fois des États-Unis et de la Chine. Et que donc nous ne sortirons de cette opposition entre les États-Unis et la Chine que si nous sommes vraiment très forts. Alors quels sont ces coups de butoir? Très rapidement, pour les États-Unis, c'est les sanctions. Nous sanctionner parce qu'on achète du gaz russe, ce sont les droits de douane, parce que, notamment Boeing, parce qu'on n'est pas d'accord avec leur politique ou leurs conditions d'échange. Et puis vis-à-vis de la Chine, n'oublions pas que la Chine a quand même créé ce groupe des 16+1, c'est-à-dire qu'elle réunit les pays d'Europe centrale et orientale. Certains font partie de l'Union européenne, comme la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne. D'autres n'en font pas partie ou pas encore, comme la Serbie qui aspire à y entrer. Et puis la Chine, notamment après la crise économique de 2008, a investi beaucoup en Europe du Sud, en Grèce, dans des infrastructures de transport, le port du Pirée, dans des infrastructures énergétiques, le réseau électrique, également en Italie ou au Portugal, dans les réseaux électriques. Donc on voit bien que ces éléments, que ce soit américains ou chinois, visent à miner l'Europe et la cohésion entre les 27 qui permettent d'être forts vis-à-vis de ces deux puissances que sont les États-Unis et la Chine. Alors, pour réagir au livre de Jean-Paul, mais plus sous l'angle des pays émergents,
donc les pays émergents face au duopole États-Unis-Chine. Je suis très contente qu'on en parle. C'est la dernière séance de mon cours à Sciences Po qui est consacrée aux pays émergents. Il y a, je crois, plusieurs points à voir, mais principalement deux. Le premier, c'est que quand même, les États-Unis restent la première puissance économique mondiale. Alors c'est une puissance économique, elle s'érode, je suis d'accord avec l'analyse de Jean-Paul, mais c'est également une puissance militaire et c'est également une puissance technologique. Ne pas oublier quand même que toute l'innovation, les GAFA, sont nés aux États-Unis. Et même si la Chine a son programme Made in China 2025 pour reprendre ce retard technologique, néanmoins les États-Unis sont quand même encore la première puissance mondiale. Alors quels attraits ils ont pour les pays émergents, que ce soit en Asie du Sud-Est ou en Afrique subsaharienne? Eh bien, ils vont intervenir quand ils auront intérêt à intervenir, c'est-à-dire quand ils auront un intérêt de matières premières ou un intérêt plus politique, militaire, de lutte contre le terrorisme qui peut les atteindre. Et puis c'est aussi un pouvoir soft power au sens où quand ils ont besoin de compter leurs alliés, notamment à l'ONU, ils vont aussi avoir une politique plus entreprenante vis-à-vis des pays émergents. Mais en Afrique, on n'a pas que la Chine ou les États-Unis, on a aussi l'Inde, on a aussi la Turquie. La Chine, dans les pays émergents, demeure et restera un partenaire privilégié pour plusieurs raisons. Alors, il y a ces fameuses routes de la soie, et notamment on l'a vu en Asie du Sud-Est, on le voit un petit peu dans le Golfe, mais surtout en Afrique subsaharienne. Il y a eu cette politique d'investissement dans les infrastructures. Alors, ces investissements ne sont peut-être pas toujours justifiés. On l'a vu notamment avec le port de Hambantota. On le voit aussi avec la ligne de chemin de fer entre Mombasa au Kenya et Nairobi, où elle aurait pu être un petit peu plus frugale et puis surtout elle pourrait marcher. Mais l'avantage de la Chine, c'est que d'abord, elle s'est intéressée aux pays émergents en leur disant qu'ils avaient des besoins d'infrastructures, ce qui était quand même la réalité. Et surtout, elle n'a pas conditionné ses prêts comme le font les organisations internationales occidentales ou comme le fait l'Union européenne. La Chine a aussi un poids dans les pays émergents, un poids plus politique. Notamment, vous savez qu'à l'ONU, sur les 9 agences de l'ONU, 4 ont des directeurs qui sont chinois. Et notamment, par exemple, la FAO à Rome pour l'alimentation. Et puis la Chine avait fait aussi élire un de ses alliés, un Éthiopien, à la tête de l'OMS. On en a un petit peu parlé, puisqu'il y a eu ce que certains considèrent comme un retard dans la déclaration de la pandémie. Donc, pour les Chinois, le monde émergent est aussi intéressant d'un point de vue politique. Alors, comment vont se placer les émergents sur cet échiquier entre les États-Unis et la Chine? D'abord, un des grands émergents qui est l'Inde. L'Inde souffre beaucoup de la pandémie, d'abord parce qu'elle n'arrive pas à endiguer l'épidémie. Ensuite, parce que économiquement, elle paye un très lourd tribut. Le premier semestre a vu un recul du PIB indien de près de 24%. La Banque mondiale estime que sur l'année, le recul sera moins important, mais sera quand même un recul dans une économie de moins 3,2%, dans une économie qui allait déjà pas bien. Et surtout une économie qui vit sur sa classe moyenne, une économie qui est tirée par cette classe moyenne, qui est tirée par l'informel. Or, l'épidémie est en train de tuer la classe moyenne indienne économiquement et de tuer tout le système informel. Donc un pays qui va avoir du mal à se remettre, ne pourra peut-être pas toujours compter sur les États-Unis en termes financiers et surtout connaît de graves tensions militaires avec la Chine, puisque certains d'entre vous l'ont peut-être suivi. Il y a eu des combats dans l'Himalaya et plus d'une vingtaine de soldats indiens ont péri. Autre pays émergent qui est important, c'est le Vietnam. Le Vietnam qui, lui, devrait connaître une croissance de 2,8% cette année. Les Vietnamiens bénéficient du fait qu'ils sont aussi des sous-traitants chinois. Ils bénéficient aussi
du marché de l'électronique qui a plutôt bien fonctionné. Ils ont un voisin, la Chine, dont ils se méfient, mais ils sont quand même aussi obligés de faire avec, même si les États-Unis sont de plus en plus présents économiquement. En Afrique subsaharienne, je voudrais prendre 2 exemples. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud illustre parfaitement ce que dit Jean-Paul dans son ouvrage, c'est-à-dire que la crise Covid exacerbe les faiblesses qui existaient avant. L'Afrique du Sud devrait connaître une récession d'environ 7,1%, encore chiffre de la Banque mondiale, dans une économie qui n'allait pas bien, dans une économie dans laquelle la Chine n'est pas très présente. C'est surtout les lobbies indiens qui étaient présents en Afrique du Sud. Donc une économie qui a du mal et va avoir du mal à passer le cap de la crise Covid. Et puis il y a une autre économie qui elle s'en sort mieux, qui est l'Éthiopie, également une des grandes économies africaines émergentes. C'est un pays qui a connu pendant plus de 10 ans une croissance à plus de 10% par an, qui était très lié à la Chine, parce que la Chine a beaucoup investi en Éthiopie et la Chine a fait de l'Éthiopie un sous-traitant. Et l'Éthiopie devrait avoir donc une croissance d'environ 3,2% cette année et donc bien faire face à la crise. L'Afrique subsaharienne, dans son ensemble, c'est important à noter, sera en récession de 2,8%, ce qui peut paraître assez peu, mais qui montre aussi qu'elle est peu touchée par la crise Covid. Alors, en conclusion, rapidement, dans les pays émergents, l'Europe, en fait, n'est pas présente. Elle n'est ni présente en soft power politiquement, ni présente économiquement, sauf tout récemment, et ça c'est important de le souligner, l'accord de libre-échange qui a été signé entre l'Union européenne et le Vietnam, qui est un pas important, mais qui est le premier signé avec un pays émergent. La Chine est très présente, elle restera très présente, d'abord parce qu'elle a besoin d'un marché à l'exportation. Et puis, elle a une puissance financière dont les pays émergents ont besoin et que ni l'Europe ni les États-Unis, après la crise Covid, ne seront disposés à mettre à disposition. Et puis, les États-Unis continueront leur politique où ils sont à la fois protectionnistes mais interviennent quand ils ont des intérêts à défendre. Voilà, merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup, Laurence, et notamment ces informations que vous donnez sur l'Afrique sont très intéressantes et notamment cette forme d'absence relative de l'Europe, même si sur le continent africain, nous avons quelques présences. Mais je voudrais revenir finalement au rôle un peu de l'Europe en essayant de voir avec le professeur Gartner quelle peut être la perspective de la relation avec les États-Unis? Parce que nous vivons une déconstruction sur ce sujet. Le soutien de M. Trump au Brexit, la remise en cause de l'accord sur l'Iran, obliger PSA et Total à fermer leurs usines en Iran, mener aujourd'hui avec l'OTAN un certain nombre de discussions qui ont conduit le président de la République à parler d'encéphalogramme plat de l'OTAN. On voit que les difficultés sont nombreuses, et notamment en ce qui concerne l'avenir, sur ce qu'est les accords de Paris. On voit que là, il y a une déconstruction d'une relation historique. Alors, on voit bien que l'Europe, entre les deux, a cette difficulté avec les États-Unis de retrouver une relation historique avec naturellement la capacité de surmonter la difficulté majeure aujourd'hui de ces dossiers qui sont des dossiers peut-être spécifiques, mais qui enveniment fortement la relation. Et derrière tout ça, il y a cette diplomatie du dollar qui pose problème. Alors, est-ce qu'on peut voir une perspective meilleure? Je dirais que nous avons des choses un peu symétriques avec la Chine. J'y reviendrai avec André Cheng tout à l'heure, mais si on voit que cette organisation bipolaire pourrait se dégrader au point d'aller à l'affrontement, il faut chercher une organisation tripolaire qui pourrait essayer d'équilibrer le monde. Mais pour cela, faut-il que des relations de confiance
entre l'Europe et les États-Unis d'une part, et entre l'Europe et la Chine d'autre part. J'y reviendrai parce que nous avons les irritations aussi avec la Chine, les difficultés qui peuvent exister. Donc comment on peut surmonter ça pour essayer d'aboutir à ce modèle de remondialisation dont parle Jean-Paul Bedbez. Monsieur le professeur Gartner, sur ses relations avec l'Europe. Oui, oui, c'est tout dépend de l'élection. C'est une élection historique. Si Biden gagne, je crois qu'il va remultilatéraliser les relations entre l'Europe et la Chine aussi. Il faut, et je crois qu'il va chercher une approche plus multilatérale avec l'Europe et la Chine, et il va essayer de réitérer de l'approche unilatérale et conflictuelle de Trump. Mais ce sera très difficile. Avec l'Europe, je parle d'abord, il y a encore des problèmes. Par exemple, les États-Unis sera, comment dire, il sera, il faut, les États-Unis vont opposer une politique européenne telle que l'accord global sur l'investissement européen-Chine, qui ouvre pas complètement le marché chinois aux investissements européens et américains. Donc, les États-Unis s'opposeront aussi les politiques européennes qui ne prennent pas en considération la subvention de la politique industrielle chinoise afin de soutenir ses propres entreprises par rapport à ses concurrents étrangers. Les États-Unis opposeront également tout effort européen de viser à vendre des armes à la Chine qui brise l'embargo de post-Tiananmen sur l'armement. Donc, il y a des relations que les Américains sont critiques. Si l'Europe fait trop de liens avec la Chine, il faut le faire pas à pas, step by step. Donc, je crois que Biden, il va trouver, il va marcher avec la Chine dans une certaine perspective. Par exemple, il va chercher un accord avec le changement climatique. Il va chercher un accord avec la non-prolifération nucléaire. En même temps, il veut que la Chine ne domine pas la mer Chine méridionale. Donc, les États-Unis devront s'engager avec un dialogue plus de droite avec la Chine. Et une option, c'est de faire un forum stratégique États-Unis-Chine afin d'établir la confiance et discuter les domaines coopération potentielle et aussi gérer les différences. C'est un accord stratégique, c'est un besoin pour essayer un peu. Ici, je propose la création, qu'est-ce que s'appelle la communauté régionale de la paix et développement, c'est-à-dire les États-Unis, les Européens et les Chinois et les autres pays peuvent faire entrer de co-entreprises de développement en Asie avec la Chine, avec le Taïwan. Il peut avoir le pétrole naval multinational. Il faut opération de maintenir de paix, de défendre Taïwan, mais sans pour être menaçant pour le Pékin. Donc, il y a des choses multilatérales on peut faire, une stratégie multilatérale, on peut faire Europe-Américain pour améliorer les relations avec la Chine. Mais il faut faire ensemble. Et comme je dis avant, il y a deux aspects. Un, c'est d'éloigner les Russes de la Chine et aussi de faire confiance entre la Chine et le Taïwan avec, comme je dis, la communauté régionale de paix et de développement. Mais tout dépend de l'élection. Comme je dis, c'est une élection historique. Et Biden va gagner. C'est pas du tout clair. Je pense que ce que vous dites là, monsieur le professeur, est très important. Mais vous voyez bien que, par exemple, ce qui se passe avec Poutine
et avec la Chine. Moi, j'ai vécu dans plusieurs réunions internationales du sommet de la route de la soie et j'ai vu la proximité Oui, oui, exact. stable entre M. Poutine et M. Xi Jinping. Mais quand on veut discuter avec M. Poutine pour essayer de le ramener, par exemple, dans une réflexion pro-européenne, il nous accuse naturellement en Europe de ne pas être indépendant et d'être la voix de l'Amérique. Et donc, pour que l'Europe joue son rôle dans la remondialisation de Jean-Paul Bedbez, il faut que l'Europe ait une liberté vis-à-vis des États-Unis. Si les États-Unis empêchent toute évolution de relations, notamment avec la Russie, mais je pense avec la Chine, on essaie ainsi de qualifier l'Europe comme une sorte de porte-parole des États-Unis et nous ne pouvons pas jouer de rôle pour, par exemple, raccrocher la Russie au monde européen. Et donc, je pense qu'il y a une relation avec les États-Unis qui doit être une relation d'alliés, mais pas d'alignés, pour qu'on puisse gagner cette crédibilité pour être le troisième partenaire. Car autrement, on est un deuxième partenaire bis, et là, il n'y a pas de crédibilité. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il faut l'Europe, particulièrement les Français et les Allemands, de faire un accord sur la défense et la sécurité. C'est clair. Et je crois qu'il y a des démocrates qui vont soutenir ça, mais c'est pas clair Biden lui-même va soutenir, parce que les Américains, avec l'OTAN, ils vraiment pensé l'OTAN, c'est les défenses de l'Europe et l'Amérique. Mais il faut vraiment une réforme de l'OTAN qui, même le secrétaire général aujourd'hui, hier, a fait un nouveau discours qui l'OTAN va faire un nouvel pas, rapprochement avec la Russie et la Chine en même temps. Donc, il y a des mouvements à Washington, ce qui commence, mais c'est très long. Et je ne sais pas, Trump, il est évidemment, entre guillemets, pro-russe, mais ce n'est pas clair. Son politique n'est pas vraiment pro-russe, vraiment, même on dit ça. Son politique n'est pas claire, pas du tout. Biden, s'il le gagne, au moins, il va une stratégie plus claire, plus étroite, et plus multilatérale. Donc, je crois que les Européens peuvent marcher avec Biden, de faire un nouveau pôle, un nouveau centre de pouvoir qui peut balancer les Américains, les Russes et les Chinois en même temps. Mais c'est pour les Européens de le faire. Maintenant, avec l'OTAN, Trump, s'il peut, il va quitter l'OTAN. Ça c'est l'opportunité pour les Européens d'avancer une union plus forte. Merci beaucoup. Alors, André, même approche sur les relations entre la Chine et l'Europe. Au fond, on voit bien que l'Europe a pris un peu plus de distance vis-à-vis des États-Unis. L'Europe a eu une approche plus collective dans ses relations avec la Chine. N'oublions pas que quand M. Macron reçoit M. Xi Jinping à Paris, il le reçoit entouré de Mme Merkel et de M. Juncker, pour bien montrer qu'il s'agit d'un sujet qui, pour nous, a une dimension européenne. Et donc, on voit néanmoins qu'aujourd'hui, il y a une sorte de crise de confiance. On voit bien notamment dans les opinions publiques, dans les médias. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de la popularité de la Chine. Comment est-ce que vous voyez le retour à une forme de confiance? On voit déjà un point qui est en train de changer sur le plan international, c'est que dans cette année 2020, sans doute la Chine sera le seul marché important à retrouver de la croissance. Donc là, il y a un rapport de force qui à nouveau s'installe. Mais comment essayer de progresser, sachant que quand même beaucoup d'Européens attendent de la Chine un geste vis-à-vis de l'Europe, justement pour bien montrer que la Chine serait plutôt favorable à une remondialisation à 3 ou à 4, enfin une remondialisation multipolaire. Mais pour ça, il faut rétablir cette confiance pour équilibrer le monde.
Alors, tout à fait. Je vous suis tout à fait dans votre raisonnement. Mais je vais prendre un peu le point de vue de la Chine. Bon, je ne suis pas là pour défendre la Chine, comme vous le savez, mais je vais, en quelques courts instants, essayer de mettre dans les chaussures chinoises, comme je veux dire. Ben, la première chose que je dirais, c'est que le grand intérêt que l'Europe peut présenter pour la Chine, c'est le fait de faire contrepoids aux États-Unis. Et donc, la question que vous avez posée tout à l'heure, à savoir, est-ce que l'Europe va pouvoir être indépendante ou va être simplement, comme on le pense parfois, sujette aux États-Unis, est une question absolument essentielle. Alors là, je reviens un peu à la formule que j'ai citée tout à l'heure, celle des mandarins chinois, donc ça c'est la tradition confucianiste, qui consiste à dire qu'il faut d'abord se construire soi-même. C'est-à-dire la construction de soi est la première étape. Vous vous rappelez ce que j'ai dit, construire soi-même, donc mettre de l'ordre dans sa famille, gérer l'État. Donc c'est dans cet ordre-là que doivent se faire les choses. Et la première chose, c'est de voir si l'Europe peut se construire. Et là, on va avoir un premier test. Vous voyez bien à quoi je parle, à quoi je fais allusion, ben c'est le Brexit. C'est-à-dire comment est-ce que l'Europe va se comporter vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Donc on voit bien toutes les mesures, en fait, toutes les tentatives de déstabilisation de l'Europe de la Grande-Bretagne, de séparer, effectivement, d'enfoncer des coins entre les différents pays européens. Donc les Chinois observent. Et si les Britanniques font cela, pourquoi voulez-vous que les Chinois fassent autrement? Vous savez, vous l'avez rappelé, mais je donne quelques chiffres significatifs. Au cours du deuxième trimestre de cette année, 2020, la Chine est devenue le premier marché de l'Allemagne, devant les États-Unis. Et je regardais encore ce matin un article qui parlait des constructeurs d'automobiles allemands. Et au cours du mois précédent, au cours du trimestre précédent, je ne sais plus très bien, mais c'est impressionnant, Mercedes-Benz fait un tiers de son chiffre d'affaires mondial en Chine. Un tiers de son chiffre d'affaires mondial. Et il n'y a pas que Mercedes, c'est aussi vrai de BMW et de Volkswagen. Donc la Chine possède des atouts extrêmement importants. Et vous l'avez rappelé, la Chine est en train de devenir le premier marché mondial. C'est la seule économie donc, en croissance. Et ce sont des éléments qui sont extrêmement forts. Donc si l'Europe veut effectivement que la Chine puisse manifester de la considération à son égard, la première chose qu'elle doit faire, c'est se montrer unie et se montrer elle-même forte. Et ça dépend d'elle-même. Vous le savez mieux que quiconque. Alors, si on reprend maintenant l'autre question extrêmement importante, qui est cette baisse de popularité considérable historique de la Chine, puisque dans tous les pays européens, la popularité de la Chine ne dépasse pas 20-25%, donc ce qui est historiquement bas. Que fait la Chine? Eh bien, mon sentiment est le suivant, c'est que de toute façon, l'opinion publique européenne est défavorable à la Chine à cause du Covid. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tout le monde, plus ou moins, met sur le compte de la Chine l'origine de cette épidémie. Bon, donc, je ne reviens pas là-dessus, c'est en tout cas l'opinion publique. Et puis, cette mauvaise impression de la Chine a été renforcée par la politique que nous savons, la Chine a menée vis-à-vis des Ouïghours, vis-à-vis de Hong Kong, en fait, ce qui a été rappelé un peu par tout le monde. Mais moi, je me demande si en fait la Chine n'a pas fait exprès de rassembler un peu tous ces événements pour faire passer au fond tout cela dans le même sac. Vous savez, un petit peu comme, vous savez, quand vous avez un nouveau, dans une entreprise multinationale, quand vous avez un nouveau patron qui prend les commandes, comme par hasard, on se rend compte que l'exercice dans lequel il arrive est extrêmement déficitaire, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile pour lui de mettre sur le compte de son prédécesseur les problèmes qui se posent à la société. Donc, la Chine, je le disais tout à l'heure, ne pouvait pas laisser la situation du Xinjiang ou la situation de Hong Kong pourrir. Donc, elle a décidé de faire passer toutes ces mauvaises nouvelles en même temps, en se disant, ben, on va attendre maintenant. Vous savez qu'un des arts, un des talents de la Chine, c'est de jouer le temps, de jouer la montre, et de se dire, bon, actuellement, nous sommes extrêmement très impopulaires dans le monde, mais qu'est-ce que ce sera dans 6 mois?
Dans 6 mois, quand on se rendra compte que la Chine sera le plus grand marché de l'Allemagne, sera peut-être le plus grand marché de l'Union européenne, sera le plus grand marché de l'Australie, du Japon, de tous ces pays-là, alors à ce moment-là, l'opinion publique se retournera peut-être et on aura oublié à ce moment-là les affaires du Xinjiang et les affaires de Hong Kong. La question, là, André, ce sera de voir que, au fond, le marché, on le voit bien dans les relations avec la Chine, n'est pas en soi suffisant. La question politique, la question internationale est très importante et que, au fond, on voit bien dans nos médias, ils reconnaissent le marché, mais ils posent des questions des droits de l'homme, ils posent des questions de la société et au fond, c'est malgré la performance de L'Oréal, de Michelin, de SEB et toutes ces performances des grandes entreprises françaises en Chine, on voit bien que de toute façon, il y a un certain nombre de questions politiques. Parmi les questions politiques, il y a celles qui sont très défavorables, comme les Ouïghours ou Hong Kong pour l'opinion publique européenne justement, mais il y en a qui sont plus favorables, comme la réforme du multilatéralisme, comme la gouvernance mondiale, où là, finalement, on l'a vu avec les accords de Paris, il y a des proximités et on voit bien que la Chine est utile, certes, sur son marché, mais elle peut être aussi utile dans la gouvernance mondiale. De ce point de vue-là, il y a un sujet quand M. Trump se retire de l'OMS parce qu'il n'est pas d'accord avec l'OMS, quand il se retire de l'UNESCO parce qu'il n'est pas d'accord avec l'UNESCO. Si quand on n'est pas d'accord, on se retire du multilatéral, le multilatéral n'a pas de sens. Le multilatéralisme sans les États-Unis, sans la Chine, ça n'a pas de sens. Et donc, on voit bien qu'il y a tout un sujet de gouvernance mondiale. Je suis assez surpris qu'on ne voit pas de progrès sur ces sujets parce que, notamment du côté français, tout ce qui peut valoriser les relations internationales à partir des accords de Paris est quelque chose de très important. Là, je pense qu'il peut y avoir des sujets de coopération qui sont des sujets politiques qui peuvent aider à la compréhension de la Chine. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, je pense en effet que c'est tout à fait surprenant. Mais il y a un problème en effet de confiance. C'est-à-dire que actuellement, on est dans une situation où mon sentiment est qu'en Europe et en France en particulier, comme on a une mauvaise impression de la Chine, de ses dirigeants, et notamment de M. Xi Jinping, on n'a pas confiance dans ce qu'il dit. Et pourtant, dans ce qu'il dit, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, le fait que lors de la dernière séance à l'ONU, il est déclaré, à la surprise de tout le monde, que la Chine atteindrait la neutralité, sa neutralité en carbone, donc à partir de 2060. Bon, donc, et quelque chose qui a été assez surprenant et les gens ne s'y attendaient pas. Il y a autre chose aussi qu'on constate, c'est que par exemple, Xi Jinping parle beaucoup de biodiversité et parle beaucoup de la protection de l'environnement. Bon. Mais en Europe, on a l'impression que c'est la propagande, c'est ce qu'il raconte, mais il ne le fait pas. Eh bien, moi qui vis en Chine et qui vois tous les jours Xi Jinping à la télévision, je peux vous dire qu'il accorde une très très grande importance à l'environnement. C'est-à-dire que je pense qu'à titre personnel, enfin moi je ne connais pas M. Xi Jinping, vous le connaissez mieux que moi, mais quand on le voit s'exprimer à la télévision et de façon quotidienne, on voit qu'à chaque fois il accorde une très grande importance au fait que la population chinoise puisse disposer d'un ciel bleu et d'une eau pure. Enfin, il est vraiment extrêmement préoccupé par les questions environnementales et par les questions de changement climatique. Bon. Le fait ensuite que la Chine s'est engagée, vous le savez bien, dans le cas où elle découvrirait un vaccin, et il y a quand même des vaccins qui sont proches d'être mis au point en Chine, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs, qui sont à faire en sorte que ce vaccin puisse être mis à la disposition de la population mondiale à un coût qui soit accessible à tout le monde. Tout cela, ce sont des promesses qui ont été faites par la Chine et que les États-Unis n'ont assurément pas faites. Monsieur Trump a un discours complètement inverse de celui-là. Mais malgré tout ce discours qui est quand même favorable, ce discours n'est pas pour l'instant entendu. Et c'est effectivement un peu le drame de la Chine, c'est qu'elle parle beaucoup, mais elle n'est pas entendue parce qu'on ne la croit pas. Merci. On va demander peut-être à Serge de Gallet de nous faire un peu une synthèse des questions et vous aurez chacun un mot pour conclure.
Alors, il y a voilà, excusez-moi. Premier point, c'est naturellement une approbation quant au rôle que l'Union européenne doit jouer comme trait d'union entre la Chine et les États-Unis. Il y a trois points qui apparaissent. Le premier, c'est celui qui relativise un peu ce changement de rapport de force. Le PIB est une mesure, mais ce n'est pas une mesure suffisante parce que les attributs de la puissance dépassent simplement un indicateur macroéconomique. Premier point. Deuxième point, c'est également le sentiment qui apparaît que il y a plutôt un risque de démondialisation parce que les positions en présence sont éloignées et s'éloignent de plus en plus, que les forces centrifuges l'emportent sur les forces centripètes et que donc cet éloignement rend de plus en plus compliqué une véritable remondialisation. Et c'est le troisième point, c'est que au-delà de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, la Covid entraîne un mouvement assez général de reconfiguration des chaînes de valeur, de fragmentation en quelque sorte de la planète et qui aboutit à un paysage politique, économique qui est différent, quels que soient les rapports de force respectifs entre les États-Unis et la Chine et le rôle de rapprochement, d'apaisement que peut jouer l'Union européenne. Je termine en disant que cette question de la reconfiguration des chaînes de valeur, de la souveraineté, de la résilience, fait partie d'une réflexion que la Fondation Prospective et Innovation est en train de mener avec comme point d'aboutissement recherché une présentation de ces résultats en début d'année. Merci Serge de ce commentaire. On poursuivra pour répondre aux questions avec les uns et les autres, mais je voudrais peut-être pour conclure laisser la parole rapidement à nos deux intervenants ici présents pour un mot de conclusion. Monsieur le professeur Gartner. Oui, merci. Je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec André Chang. Le démocrate, s'il gagne l'élection, il va chercher un accord climatique avec la Chine. Ils savent que c'est très important pour la Chine. Ça, c'est une première étape pour un rapprochement entre les Américains et la Chine. Et aussi, mais il va chercher les étapes, pas un protectionnisme comme Trump. Il va trouver les endroits où on peut partager et peut marcher ensemble, comme le climatique, comme l'autre. Mais le problème, c'est d'accord aussi, mais il faut que l'Europe aussi fait en présence, il faut que l'Europe monte son puissance avec un accord franco-allemand pour un rapprochement, pour essayer de balancer les relations entre l'Amérique et la Chine. Si l'Europe ne fait pas ça, j'ai peur qu'on va polariser le monde va se polariser entre les Russes, les Chinois, les Américains, les Japonais et les... ce sera un monde très conflictuel, très dangereux. Merci beaucoup. Un mot, André? Oui, merci. Alors, je voudrais revenir sur la première remarque qui a été rappelée par Serge tout à l'heure, à savoir que le PIB n'est pas le seul indicateur et ce n'est
probablement pas l'indicateur le plus fiable de la puissance d'un pays. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Et c'est pour cela que je pense, c'est peut-être un des arguments les plus puissants pour contrer, pour ne pas tomber dans le fameux piège de Thucydide, c'est de dire qu'en réalité, la Chine n'est pas du tout, pour l'instant, un challenger des États-Unis. C'est-à-dire que la Chine est objectivement est encore très, très éloignée de la puissance des États-Unis, donc sur toute une série de facteurs, et que la Chine n'est pas du tout en mesure donc d'être un challenger, et que par conséquent, le piège de Thucydide lui-même n'a pas de raison d'être, puisque la position de numéro 1 des États-Unis n'est pas menacée, en tout cas à court terme. Donc, et quand je discute avec des responsables chinois, ils me disent qu'eux ne pensent pas que la Chine pourra dépasser en réalité, pas seulement en termes de PIB, ne pourra pas dépasser les États-Unis avant au moins une trentaine d'années. Merci beaucoup à vous tous. Merci notamment à notre ami Jean-Paul Belbèze avec son livre États-Unis, Chine, Europe, quelle remondialisation, qui a provoqué ces échanges et qui pourrait en provoquer beaucoup d'autres. Je vois quand même parmi toutes les conclusions qu'on a besoin d'Europe, qu'on a besoin d'Europe pour l'équilibre, d'une Europe qui sait avoir du dialogue, mais qui sait avoir son unité et son indépendance, et que peut-être je rejoins là une conviction exprimée par M. Gardner, mais qui m'est aussi très propre, c'est qu'au fond, dans cette période de crise, l'Europe, tout en restant ouverte à tous ses membres, doit affirmer la dynamique franco-allemande dans les rapports de force internationaux qui sont aujourd'hui nécessaires. Et cette dynamique franco-allemande, c'est elle qui peut participer, en s'élargissant toujours aux partenaires de l'Union européenne, mais qui peut participer à cet équilibre du monde sans lequel il n'y aurait pas de paix. Merci à la Fondation Prospective et Innovation, merci à nos orateurs brillants et denses, et merci à Jean-Paul Belbèze et de son travail et de nous avoir permis ainsi d'échanger de manière passionnante. Merci à tous et à tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont participé à cette rencontre. À bientôt.